Le monde en parle depuis quelques jours maintenant. Donald Trump est élu 47e président des États-Unis et voyons ensemble dans cette vidéo quel est l'impact au jour le jour sur la bourse de cette décision des plus de 335 millions d'Américains qui ont voté aux urnes pas plus tard que la semaine dernière. Voyons ensemble également sur du moyen long terme qu'est-ce qui va se passer sur le cours des actions et donc des indices, mais également le cours des cryptos puisque Donald Trump est un favori, est un pro-crypto. Voyons ensemble qu'est-ce qui va se passer et également comment sont constituées les élections américaines. Investisseurs passionnés, bonjour et bienvenue dans ce point market pour discuter de l'actualité des marchés financiers. Pour cette vidéo, je vous ai préparé une présentation. Dans un premier temps, on va justement aborder ensemble comment se constitue, comment se prépare l'élection américaine. Et puis dans un second temps, on parlera justement de l'élection en bourse et de l'impact dans la bourse. Et bien effectivement, dans un premier temps, on va vraiment s'intéresser à comment se constitue l'élection américaine. Il faut déjà savoir que lorsqu'on parle d'élection, il y a vraiment deux camps. Le parti républicain, qu'on pourrait vraiment comparer chez nous au parti de droite, et le parti démocrate, disons qu'on comparait au parti de gauche. Chaque parti va élire justement un représentant. On a d'un côté, sur le parti républicain, Donald Trump, et puis de l'autre, la successeur de Joe Biden, le parti de gauche, Kamala Harris. Les deux se sont battus pendant à peu près un an dans la médiatique, justement, que ça soit sur les médias, que ça soit dans les interviews, que ça soit dans absolument toutes les apparitions possibles. On l'a vu, on va en parler un petit peu après, à quel point c'est un échec pour les médias et l'influence des médias d'aujourd'hui. Mais concrètement, dans un premier temps, je vous ai retrouvé ici une petite fiche. On va élire ce qu'on appelle les grands électeurs. En fait, il faut comprendre que les Américains votent, mais c'est l'État en lui-même qui a un certain nombre de votants. Concrètement, pour pas faire très compliqué, je vous redirige vers cette vidéo ici de Nota Bene qui sera dans la description, qui est très intéressante, qui remonte historiquement pourquoi il y a des grands électeurs et également pourquoi ça pose problème. Initialement, le système de grand électeur vient justement en partie de l'Amérique ancienne, avec l'esclavagisme notamment, où dans certains États, il y avait plusieurs grands voteurs. Un grand voteur en moyenne correspond à 100 000 Américains. Et donc, dans chaque État, on va avoir plusieurs grands électeurs, et le président qui gagne le plus de grands électeurs gagne la course et devient officiellement président. Donc dans un premier temps, effectivement, on va élire les candidats républicains et démocrates. Dans un deuxième temps, les Américains élisent 538 grands électeurs dans chaque État et le candidat en tête remporte tous les grands électeurs de l'État. Dans un second temps, c'est ce qu'on a vu ici, les grands électeurs votent pour désigner le président, puis ensuite il y a le dépouillement des votes, c'est ce qu'on a eu cette semaine, puis ensuite le président en charge. Je vous encourage très sérieusement à regarder cette vidéo parce que le système de grand électeur n'est pas une complète démocratie directe comme on pourrait voir par exemple en Suisse. Il n'est pas non plus une vraie démocratie indirecte comme on pourrait avoir chez nous en France. C'est un système entre les deux où malheureusement, et dans cette vidéo Nota Bene en parle très très bien, la problématique c'est que certains États à plus faible population comptent pour une voix de plus que dans des plus gros États. Malheureusement, ce n'est pas un suffrage direct, et donc chaque Américain, dans l'élection présidentielle, peut voter pour, par exemple, ça a été le cas justement avec Donald Trump dans sa première investiture de 2016, contre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était Joe Biden une nouvelle fois. Non, c'était Hillary Clinton. Hillary Clinton a eu reçu plus de voix que Trump, mais Trump a été élu parce qu'il avait réuni beaucoup plus de grands électeurs. C'est un problème à part, mais c'est un problème que touchent les États-Unis et ils sont en pleine discussion d'une réforme nationale pour passer justement de cette proposition de loi à un scrutin direct, c'est-à-dire les Américains ensemble votent pour le président. À la suite de ça, il y a ensuite l'investiture. Donald Trump n'est pas officiellement président, ce sera en janvier qu'il le sera de manière officielle. Et d'ici là, on aura les premières propositions de loi du nouveau président. Alors effectivement, il y a eu deux choses majeures, donc le grand électeur, donc comme je viens de vous le dire, mais également les swing states.
tous les yeux étaient rivés sur les swing states, les États pivots, puisque ce sont ces États-là qui, d'une présidentielle à l'autre, va changer effectivement de camp, un coup républicain, un coup démocrate, et compte comme beaucoup dans le nombre de grands électeurs. Sur ma carte ici d'élection présidentielle, on peut voir ici par exemple que eh bien, dans le Dakota du Sud, il y a 3 votes du collège électoral. Si je prends ici dans ce vote de l'Arizona, il y a 11 votes du collège électoral. Donc ce sont encore une fois des grands électeurs, et le but c'est de gagner 270 grands électeurs pour remporter la présidentielle. On l'a vu ici dans cette présidentielle, Trump a complètement écrasé sa concurrente Kamala Harris, et c'est un échec pour l'influence médiatique, parce que 90-95% des médias américains soutenaient justement Harris dans sa présidentielle. On a vu que cette présidentielle a basculé à partir du moment où on a vu émerger l'influence des réseaux sociaux, des influenceurs comme justement Elon Musk, qui malgré lui devient un influenceur, en plus d'être le patron de Tesla, de SpaceX et ainsi de suite. On a vu également les podcasts de Joe Rogan pour ceux qui suivent, et ainsi de suite. Plein de personnes, comme je pense notamment sur TikTok, à Charlie Kicks, etc. Pendant cette présidentielle, du coup, eh bien, on a eu une victoire écrasante de Donald Trump, 312 grands électeurs contre 226. Et puis, de l'autre côté, que compose également eh bien, la décision, on va dire, l'équivalent des députés chez nous, c'est le Sénat, qui est composé, hop, juste là, ici, composé de 100 représentants, 2 par État, et également 435 représentants, qui est donc la Chambre, juste là, la Chambre ici, des représentants aux États-Unis. C'est ces 2 camps-là qui vont justement décider des futures lois américaines avec le président. Et la promesse qu'a fait justement Donald Trump, c'est de réunir un maximum d'électeurs dans leur camp. Et c'est ce qu'on a vu parce que c'est quasiment une première. Ce n'était pas le cas pendant son mandat en 2016. Le Sénat et la Chambre des représentants sont en majorité dans le camp également des républicains, ce qui veut dire que la plupart des lois que Trump va passer vont être acceptées et pas autant débattues que lors de sa dernière présidentielle. Alors, on va pas faire un bilan de sa présidentielle de 2016, mais pour le coup, c'est un président qui n'a pas connu de nouvelles guerres, qui a réussi à hausser un S&P 500 et des actions américaines au top, et qui a connu le plein emploi avec le taux de chômage quasiment le plus bas des États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas là pour exposer mon point de vue, mes opinions, etc. On est encore une fois là pour prouver eh bien, l'efficacité de sa présidentielle sur le marché financier. On va le voir justement qu'il n'y a pas eu que Trump qui a bien mené cette campagne, puisque, et c'est là où on va voir justement l'impact des présidentielles sur les États-Unis, et bien finalement, quasiment la majorité des présidents élus eh bien, ont mené des actions américaines vers le top. Alors, quand on parle de S&P 500, puisque ici le comparatif, bah, c'est pas très compliqué. Le S&P 500, c'est un indice, donc indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Lorsque la 500e n'est pas rentable, elle est remplacée automatiquement par la 501e, ce qui fait que naturellement et mathématiquement, un indice comme le S&P 500, comme le Nasdaq ou même comme le Dow Jones sont voués à monter sur du long terme. Donc l'impact d'un président sur les actions n'est pas réellement fondamental. Quand on regarde ici ce graphique, on a la liste des 15 derniers présidents sur les 47, et on voit qu'effectivement, dans la moyenne, le S&P 500 a monté de 9,5%. Le chiffre est impacté néanmoins par ici Herbert Hoover, le président numéro je ne sais pas combien, qui lui, justement, a connu ici, eh bien, c'était, si je ne dis pas de bêtises, la guerre, justement, il me semble que c'était sur les marchés pétroliers, si je ne m'abuse. On a pu voir, justement, aussi pendant la présidentielle de Nixon, pendant la guerre du Vietnam, où le S&P 500 a été négatif, et puis également pendant la guerre en Irak, pendant la présidentielle de Bush, pas Bush le père, mais Bush le fils, puisqu'ils étaient deux à gouverner. Ce sont les 3 seuls moments sur les 15 derniers présidents où le S&P 500 a connu une récession. Dans l'ensemble, que ce soit le modèle de Trump ou le modèle de tous les présidentiels démocrates, le S&P 500 a continué de monter. Et c'est là où justement, quand on s'intéresse un peu plus aux statistiques, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence finalement dans les performances en fonction de la politique? Eh bien, oui,
mais à une seule condition. Effectivement, le président n'est pas le seul à gouverner. C'est également, en plus, le Sénat, les congrès qui représentent le Sénat plus la Chambre des représentants. Le congrès, eux, vont aider le président à passer une loi par des votes ou, au contraire, si ce sont de l'autre bord politique, à freiner ou modifier les lois. Et ce que ce graphique nous montre avec un peu plus de précision, c'est qu'effectivement, lorsqu'on regarde, que le président soit de gauche ou de droite, qu'il soit démocratique ou républicain, la performance lorsque le Congrès est divisé, ici et là, eh bien, elle n'est pas si importante que ça. La performance, quand encore une fois le Congrès est divisé, lorsque le président est démocrate, eh bien, la performance moyenne est de 15,72%, information depuis 1950. Pareil, lorsque le président est de droite, le parti républicain, eh bien on peut voir qu'il y a 12,20% de performance sur le marché. La statistique intéressante, c'est de voir que le marché ne performe pas, voire très peu, uniquement ici de 1% lorsque le président est républicain, mais le Congrès est de gauche, c'est-à-dire du parti démocrate. Lorsqu'il y a une complète opposition avec le président lorsqu'il est de droite et le Congrès de gauche, le marché a tendance à justement sous-performer sa moyenne historique. L'inverse n'est pas le cas, puisque lorsque le président est démocrate et le Congrès est également démocrate, eh bien le marché a tendance à quand même performer dans l'ensemble. Il y a vraiment des petits éléments qui vont vraiment compartimenter les statistiques. En l'occurrence ici, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Le président est un président républicain et le Congrès est un Congrès également à majorité républicaine. Donc la moyenne nous indique une performance de 11,70%. Alors 11,70%, ça veut tout et rien dire, puisque en ce moment même, on vit une période extrêmement productive, exponentielle sur le marché du S&P 500. On a l'IA principalement qui a fait exploser des entreprises comme Nvidia. Et donc, on a aussi les crypto-monnaies, on va en parler dans un instant, qui ont vraiment fait accélérer le marché. Donc, on peut effectivement eh bien, avoir dans l'ensemble une présidentielle sous la gouvernance de Trump, sous la gouvernance d'un parti républicain et d'un congrès républicain, d'un marché extrêmement haussier. On peut le voir ici également, hein, surtout les présidentielles. Trump n'a pas tant performé que ça par rapport à d'autres présidents. 67% de performance sur le S&P 500 pendant ces 4 années de candidature. Obama, c'était 181% et Biden, 36%. En fait, on se rend compte que peu importe le vrai bilan, qu'il y ait des guerres, pas de guerre, qu'il y ait des propositions de loi, etc., dans l'ensemble, le marché du S&P 500 ne fait que de monter depuis des décennies. Maintenant, évidemment, sur le marché des marchés boursiers, très clairement, on a vu une réaction hors norme lorsqu'il y a eu l'investiture, lorsqu'on a eu le résultat assez tôt dans la matinée de la semaine dernière. On était ici, donc le résultat s'est connu à peu près vers mercredi matin. On a vu effectivement que le mardi, déjà, les marchés financiers commençaient à montrer des forts signaux haussiers. Moi, j'ai commencé à prendre peur pour les marchés quand j'ai vu qu'effectivement ici, le marché, le jeudi, du début d'après-midi à l'ouverture à 14h, 15h30, avec les changements d'heure d'hiver, jusqu'à la fermeture à 22h, 22h30, les marchés commençaient à baisser. Et pour moi, lorsqu'un marché baisse ou monte avant une news, que ce soit news macroéconomique, que ce soit dans un agenda politique comme celui-ci aussi important, pour moi, ça veut bien dire que les marchés ont une information que nous n'avons pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a un complot ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'ils anticipent quelque chose. Et clairement, Trump, déjà, on le savait que pour les marchés financiers, ça serait une très bonne chose par rapport à toutes les lois qu'il a envisagées. Là, encore une fois, on peut avoir des avis divergents sur quoi que ce soit en politique, là n'est pas l'avis, mais factuellement, les marchés financiers donnent l'information. Ce n'est pas moi qui donne mon avis, c'est les marchés qui disent ok, là potentiellement on sent que par exemple Kamala va être eh bien, décisionnaire dans cette ici présidentielle, cette 47e, donc potentiellement, eh bien, c'est mauvais pour les marchés. Et revirement de situation quand on a eu les résultats avec Trump, les marchés sont complètement se volatiliser à la hausse. On a enfin connu ici,
je mets ma caméra plus basse, eh bien un marché du S&P qui a dépassé officiellement le seuil symbolique des 6000 points. Jamais le S&P n'avait connu un seuil aussi important que cela. On a été propulsé sur des plus hauts historiques, montrant justement une augmentation du S&P du bas jusqu'en haut de plus de 5% en moins de 24 heures. Ça a été complètement incroyable et ça a été le cas partout, hein, que ce soit sur le S&P, que ce soit également sur le Nasdaq à 21 226. On a connu sur le Nasdaq une hausse de 6%. Je pense également au Dow Jones qui a subi effectivement aussi une hausse de l'ordre de 5%. Mais je pense également au Russell qui lui constitue les 2000 plus grosses entreprises américaines. Eh bien lui a subi 9% de hausse en moins de 24 heures. C'est complètement incroyable. Depuis qu'on connaît le résultat de la présidentielle, le marché s'est calmé un petit peu, mais il ne saurait continuer à monter. Maintenant, les yeux sont rivés sur la Banque centrale des États-Unis, la Fed, pour connaître si oui ou non les taux vont continuer à baisser. Si je montre ici justement mon graphique fondamental, je vais mettre ici ma caméra à gauche, et bien sûr le graphique fondamental, qui est un graphique que je complète petit à petit, on va même pouvoir officiellement ensemble mettre bien, une nouvelle bulle. Juste ici, investiture Trump. Et bien sur cette investiture-là, on a pour le moment une inflation qui est largement redescendue. On est en ce moment même sur une inflation qui est autour des 2,3%, mais on a toujours ici un taux d'intérêt bien, qui est autour des 4,70%, 4,75%, 5%. On s'attend là prochainement à descendre les taux d'intérêt pour que justement bien, l'économie reprenne du zèle, que les prêts peuvent se multiplier, parce que des taux élevés sur des prêts fait que ça ralentit bien, l'économie, puisque les emprunteurs sont plutôt réticents à faire un prêt sur du long terme. Donc en baissant les taux, on va avoir une capacité d'emprunt qui est plus importante, on va pouvoir ensuite consommer, investir dans l'économie réelle et donc relancer la machine. C'est tout le temps comme ça la machine de la bourse, puisqu'il va y avoir beaucoup plus d'investissements, l'argent va être beaucoup plus disponible, et à un moment donné, comme il y a plus d'argent, la valeur en elle-même va baisser, donc il va y avoir plus d'inflation, etc. C'est un cycle continu. Au niveau du taux de chômage, ici sur ma courbe en bas, le taux de chômage est relativement faible, mais dernièrement, on a vu des signes quand même de hausse du taux de chômage. On espère que ce taux de chômage ne va pas augmenter de trop parce que c'est un élément précurseur d'un potentiel crash boursier. Quand on regarde du coup du côté des crypto-monnaies, c'est là où on a vraiment eu la star complète, et bien c'est le Bitcoin qui a fait un nouveau plus historique. Si je me mets sur du weekly, après s'être conforté dans un drapeau qui est un canal baissier dans le sens contraire du marché, hein, un drapeau c'est un canal baissier sans haussier, c'est une figure de continuation, et bien le Bitcoin a frappé une nouvelle fois, Trump étant un président qui avait même lancé une crypto très peu de temps avant son investiture, sa candidature, et bien le côté pro-crypto bien, de Trump en a payé les frais, 16% de hausse pendant l'élection, et c'est probablement que le début. On attendait déjà une hausse sur les cryptos avec le halving, mais les marchés étant très inquiets de connaître l'avenir légal aux États-Unis de la monnaie numérique. Eh bien, c'est chose faite, puisque en ce moment même où on se parle, eh bien, le Bitcoin s'échange à quasiment 80 000 dollars la pièce. C'est vraiment assez incroyable. On se rapproche du seuil quand même assez historique une nouvelle fois, 100 000 dollars le Bitcoin. L'Ether lui aussi a repris un peu plus de forme puisqu'il est encore un petit peu à la traîne. On est sur des altcoins, donc c'est pas les pièces principales, mais elles font partie quand même du top 3. Et bien sur les altcoins, 35% du côté de l'Ether en même pas 24 heures également. Et puis sur les autres cryptos, hein, je prends par exemple le Solana. Le Solana également, si je déplace ma caméra, a connu une forte hausse. Solana en 24 heures a pris 31% également. Je prends Polygon avec sa crypto Matic qui, bon, bah lui est en PLS. Hein. On va pas faire le cours de la bourse, même si on a une augmentation ici de 37 voire 40% en moins de 24 heures. Bon, bah 40% d'évolution de zéro, bah les amis, ça fait toujours zéro. Bon, malheureusement, paix à l'âme de ceux qui ont investi sur Polygon, c'est pas mort, mais on va dire que le Matic a encore beaucoup à prouver pour revenir sur le devant de la scène.
On pense évidemment fort à quelques cryptos qui ont disparu. Je pense notamment au Cardano qui a fait ces dernières heures il y a très peu de temps. Au niveau évidemment du Forex, donc au niveau du Forex, sur les indices de monnaie, eh bien cette décision a fait pousser le dollar, étant donné que Trump a vraiment une politique future axée à l'interne du pays et non à l'externe, en promouvant de nouvelles guerres, en s'initiant dans certains conflits géopolitiques. Son mandat, de ce que j'ai compris d'après mes recherches, est basé plutôt sur une paix à l'international et de plutôt se concentrer sur la productivité dans le pays en lui-même. Et donc, naturellement, lorsqu'on se concentre là-dessus, eh bien le dollar tend à augmenter, et c'est comme ça qu'on peut voir un dollar qui monte, pardon, et un dollar qui monte et un euro qui baisse, voilà. Et donc forcément, lorsqu'on colle ces paires de monnaie entre elles, ça donne donc l'euro-dollar, et donc l'euro-dollar, naturellement, baisse également. C'est vraiment assez excitant pour nous en tant que traders parce que pour ceux qui l'ont remarqué, avant même de commencer à trader à l'élection, je me rappelle que j'étais en live trading avec les membres de ma communauté en privé et on tradait justement juste avant l'élection américaine et je peux vous dire que c'était infernal, c'était terrible, c'était long, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mouvement, il y avait très peu de volatilité, c'était du range et même si j'aime beaucoup trader le range et que je considère que trader en range c'est vraiment super appréciable, je préfère trader en range que trader en tendance parce que c'est beaucoup plus prédictible, notamment grâce aux zones de prix. Le marché en tendance, comme on peut croire que ça peut être plus simple, eh bien il faut être vraiment accroché parce qu'un marché en vraie tendance n'a pas tendance à avoir quelques replis. Le marché en tendance, ça monte, ça casse les plus hauts. Et personnellement, ma stratégie ne se repose pas sur trader des cassures de plus haut parce que j'estime que j'achète beaucoup trop cher. Moi, ce que je veux, c'est d'acheter le moins cher possible. Et dans un marché en range, lorsqu'on est dans une accumulation ou une distribution, eh bien, on peut acheter des niveaux plus bas et donc acheter à des niveaux moins chers pour avoir des ratios qui soient plus importants. Là, en l'occurrence, une semaine, 2 semaines avant les élections, et on l'a vu sur les différentes dernières élections 2016, 2012, 2000, etc., etc., eh bien, une semaine à deux, en général, le marché ne bougeait plus, comme si du coup, encore une fois, les opérateurs attendaient la nouvelle. La nouvelle est tombée, voyons ensemble comment ça va se passer, mais moi je suis très très excité justement à l'idée de reprendre mon trading sur ce type de marché, parce qu'encore une fois, là, cette fois-ci, on a le retour de la tendance, on a le retour euh, de, de l'optimisme finalement des opérateurs, et c'est de cette manière-là qu'on va avoir des bitcoins qui vont dépasser les 100 000 dollars. Donc si vous, investisseur passionné, vous détenez des crypto-monnaies, si vous détenez des actions pour faire de l'investissement long terme, peu importe le courtier, chez Desgiro, chez Trade Republic, etc., si vous détenez des investissements, gardez-les parce qu'on est dans une nouvelle ère. Le 47e président, au vu de tous les conflits géopolitiques qu'on a actuellement, que ce soit Taïwan, que ce soit la Chine, que ce soit justement avec Israël et la Palestine, les conflits que l'on a aujourd'hui, eh bien, vont donner le ton à l'avenir de la tendance sur les marchés financiers. Et si on peut avoir justement une paix, même pendant 4 ans sur les marchés dans le monde, ça va se ressentir dans l'ambition, dans justement, encore une fois, dans l'économie réelle, et donc les marchés ne vont cesser de commencer à croître. Je vais finir là-dessus justement parce que le marché des actions aussi a connu une forte hausse. Alors pas forcément du côté des actions classiques du type Apple, du type Google. On voit que ça a quand même légèrement monté. Mais ce qui a réellement monté, c'est finalement la star de ces élections. C'est bien évidemment Elon Musk. Alors d'après des bruits de couloir, Elon Musk se serait vu proposer une place, on ne sait pas encore, une place dans la politique. Je ne sais pas si c'est son but de départ, mais en tout cas, le fait est qu'il s'est énormément investi aux côtés de Trump notamment, a fait que depuis mercredi dernier, on a vu le cours de la bourse monter de quasiment 30% en moins de 24 heures. C'est vraiment encore une fois phénoménal. Et aujourd'hui, justement, Tesla se hisse, alors pas sur des plus hauts historiques, on n'y est pas encore, mais presque, puisque le cours de Tesla est à 321 dollars contre 415 dollars au plus haut historique. Alors les amis, ça fait une vidéo assez longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Encore une fois, moi je suis très très excité et je pense que vous l'êtes aussi, parce que nous, ce qu'on veut en tant que trader, c'est pas forcément d'avoir le meilleur des présidents, le meilleur de la politique de ceci. Nous, ce qu'on veut en tant que trader, c'est d'avoir un marché qui a de la tendance et un marché qui est volatile. Si on a un marché qui n'est ni en tendance et qui va stagner tout au long de la semaine, du mois et de l'année, déjà de un pour nous, c'est pas excitant à trader, et de 2
on a des marges qui sont moins importantes. Si on trade un marché qui a de la volatilité, que ça soit de la tendance ou même dans du range, eh bien ça nous permet quand même de faire soit un trading de tendance, donc d'acheter des plus hauts, des cassures, etc. Et c'est vrai que c'est un marché qui est relativement facile à trader, même s'il est des fois parfois difficile de capter le bon moment. Mais également, si on est dans un marché en range et qui a de la volatilité, de capter des écarts de prix, capter des retournements à de multiples occasions pour pouvoir générer plus de profits. C'est une vraiment excellente nouvelle pour nous, encore une fois opérateurs, que le marché réagisse ainsi. Et on va voir dans les prochaines semaines comment on va pouvoir retirer des belles opportunités. En tout cas, je vous souhaite d'excellents trades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et j'espère que ce format vous plaît. J'ai envie de revenir un petit peu, ce retour aux sources, des formats plutôt courts. On parle d'un sujet d'actualité. Je vais vous partager beaucoup de choses de mes trades, de ma stratégie trading, parce que je sais que vous êtes nombreux à savoir comment je trade maintenant depuis que je suis revenu sur YouTube. Ça fait 3 ans que vous ne m'avez pas vu trader. Ce sera l'occasion de vous montrer des sessions de trading live que j'ai enregistrées spécialement pour vous. J'aime bien ce format, j'espère qu'il vous plaît. Format plus brut, format plus authentique. Mais je pense que c'est ce qui nous plaît le plus, que ce soit vous, que ce soit même moi, en tant que viewer sur YouTube, d'autres contenus que je peux regarder, que ce soit autour de la bourse ou même autre sujet. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis excellent trade à tous.